J'ai eu un tout petit moment de lucidité au moment où j'étais vraiment dans le mal, après 4 jours sans boire. J'ai posé ma caméra sur un petit trépied et j'ai pris une photo. Et je ne savais même pas si cette photo, j'allais la voir un jour. Hein. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Ben ouais, parce que pour moi, le fait de prendre cette photo en étant souriant, et je me suis dit le jour, si je dois y laisser la vie, que je crève là, eh bien les gens vont me retrouver, ils vont retrouver le cadavre, et ils vont retrouver mon appareil photo. Et ils verront la dernière photo qui a été prise, et ils verront un mec qui souriait, et qui était surtout heureux d'être là, et qui vivait son aventure pleinement. Et que même si eh bien, ça a été vraiment au-delà de ses limites, eh bien, il a vécu son truc à fond la caisse. Et il ne faut surtout pas, j'allais dire, pleurer sur lui parce qu'il aura vécu ce qu'il voulait. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, si je prends cette photo et que je m'en sors vivant, eh bien, quand je regarderai la photo, j'aurai un putain de sourire à me dire... Ça l'a joué l'encadrer, de mettre dans mon salon. Quand même, celle-là, c'était limite, on était quand même pas loin. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Rémi Camus est un aventurier explorateur au très grand cœur. Rémi a réalisé des défis sportifs et d'aventures hors du commun. Écoutez plutôt. Il a effectué un Tour de France à la nage en 2018, parcouru le Mekong du Tibet au Vietnam en hydrospeed pendant 6 mois, ou encore traversé l'Australie en courant, seul et sans assistance. C'est cette dernière aventure que Rémi va partager avec nous aujourd'hui dans cet épisode de Course épique. Une aventure de 5400 km dans l'outback australien. Mais étaler ainsi l'effet d'arme de Rémi reviendrait en quelque sorte à trahir sa philosophie de vie. Rémi ne cherche pas à faire valoir son palmarès de réalisation. Ce qui lui importe, c'est avant tout de partager et de donner à voir les valeurs qui lui sont essentielles pour lui et pour la planète. Je reçois donc aujourd'hui un invité empreint d'une grande modestie, de beaucoup de spontanéité et de simplicité, vous allez l'entendre, et qui, il faut bien le dire, force sacrément l'admiration. Nos échanges ont été absolument passionnants et aucun doute possible, l'épisode aurait pu se prolonger pendant encore des heures, tant Rémi avait de choses à partager. Mais je ne vous en dis pas plus, Rémi va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, l'eau à la bouche. Bonjour Rémi, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Tu as connu quelques petits soucis de train pour rejoindre le studio parisien où nous enregistrons aujourd'hui. Est-ce que les transports en commun en Ile-de-France, c'est aussi une forme d'aventure en soi ou ça reste très raisonnable par rapport à ce que tu as pu connaître précédemment dans la vie ? Je dirais que venir à Paris est une forme d'aventure, effectivement. Tu es arrivé à bon port en tout cas, c'est l'essentiel. C'est Très ça. heureux de te recevoir aujourd'hui. On va quitter les habituels sentiers balisés de trail ou les rues de bitumées que nous évoquons habituellement dans Course épique pour vivre avec toi une aventure totalement hors du commun en Australie. Avant qu'on s'intéresse plus en détail à cette course épique et plus globalement à ton parcours de vie et ton goût de l'aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors en quelques mots, Rémi Camus, aventurier, explorateur, formateur en survie et conférencier. Parfait. On a rarement fait aussi synthétique, c'est très bien, Ouais, c'est clair. Tu trouves ? Ouais. D'accord. L'âge peut-être, un indice ? 37 ans. D'accord, parfait. Parlons maintenant de ton enfance. Le goût de l'aventure, est-ce qu'il était déjà très présent quand tu étais plus jeune ? Alors l'aventure peut être interprétée de plein de façons selon l'âge, mais en tout cas, si c'est le cas, est-ce que c'est une culture que tu t'es forgée par toi-même ? Est-ce que c'est un héritage ou une sensibilité familiale déjà ? Je pense que tu as passé pas mal ton enfance dehors à faire les 400 coups pour te citer. Est-ce que tu peux nous raconter les prémices de cette idée d'aventure ? Mais exactement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur quand j'étais gamin. Les mercredis après-midi, les week-ends. Ce que je disais encore à d'autres personnes, moi, mes voisins les plus proches, c'était les lapins et les chevreuils, tu vois. Donc, plutôt tranquille. On avait très, très peu d'habitants. Les quelques maisons qui étaient autour de la maison, c'était des personnes âgées, retraitées. Quand elles sont parties, elles ont passé, sont sorties. Et bien du coup, on avait les maisons pour nous. On avait réussi à piquer les clés de toutes les maisons. Donc on allait visiter toutes les maisons par cœur. Enfin, je connaissais toutes les maisons. De nuit à la lampe poche, bien évidemment. Et là, en pleine journée aussi, parce que c'était cool. On connaissait tout par cœur et personne venait nous embêter. Il n'y avait personne dans notre petit village. Donc les mercredis et les week-ends, c'était principalement ça. Et puis aller dans la forêt construire des cabanes de plus en plus grandes. Donc j'étais déjà dans le bain. J'étais déjà
initié à je vais pas dire ce mode de vie, mais j'aimais ça. J'aimais être dehors, j'aimais me confronter aux éléments, j'aimais être dans la boue, j'aimais être dans la flotte et je trouvais ça rigolo. Quelles ont été les premières images d'aventure auxquelles tu as été confronté ou qui t'ont bercé, que ce soit à la télé ou dans des magazines ou autres? Là, à nouveau, dans ta plus ton enfance, on verra qu'il y a eu un pivot dans ta vie un peu plus tard, mais à cet âge-là, est-ce que tu étais déjà, tu te cultivais ou tu t'intéressais à ce sujet-là, tu étais confronté déjà à ça, ou est-ce que toi, tu vivais ça en toute autonomie et tu te créais tes propres aventures sans forcément chercher à voir ce qui se passait ailleurs? C'était plus ça, ouais. Je cherchais pas à regarder ce qu'il y avait autour. Moi, j'avais un modèle qui était mon papa, euh, qui était quelqu'un qui était adorable, mais bordel, il savait pas parler. Mais non, mais il expliquait jamais rien. Si tu vois, il faisait un truc devant lui. Pour lui, c'était inné, tu vois, il construisait quelque chose. Et toi, tu es un gamin, tu as 3-4 ans, tu le regardes faire, tu dis, ok, il a pris le fil rouge avec le fil jaune, il a fait ça et ça fait ça. Ok. Et vu que mon père faisait il faisait pas les 3-8, il faisait les 2-8, donc il travaillait soit le matin très tôt, soit l'après-midi. Eh bien, quand il était du soir, on avait l'après-midi pour nous. Et moi, je rentrais de l'école, ma mère, elle s'occupait, et moi, j'étais dans la maison et je me promenais partout, quoi. Je connaissais le moindre recoin dans la maison, les moindres cachettes. Je déplaçais les plaques de placo parce que je savais qu'il y avait un trou derrière qui allait derrière du mur. Et du coup, j'allais dans le garage qui était pour moi une grotte. Et c'était la caverne d'Ali Baba, tu avais tout ce que tu voulais. Et donc, j'avais vu la veille mon père utiliser un vieux moteur d'aspirateur, mais il y avait 15 000 fils qui dépassaient, et mon père en a pris 2 au hasard. Enfin, quand tu as 4 ans, c'est au hasard. À l'âge de 30 ans, c'est pas au hasard. Tu sais pertinemment qu'il y en a un, c'est le plus, un, c'est le moins. Et mon père, il prenait ça et il mettait ça dans la prise de courant à l'arrache. Il fait, ah bah c'est bon, ça marche. Mais toi, tu as 4 ans, tu fais, ouah, trop Il est fort. magicien. Ouais, donc à mon tour. Et je montais sur l'établi et je prenais le moteur et je prenais 2 fils au hasard et je mettais dans la prise et je cramais tout. Et ma mère qui pétait des plombs, j'ai failli foutre le feu à la maison plein de fois parce que je tentais l'aventure exactement comme lui. Et en fait, j'ai appris par mimétisme, en l'observant faire, en regardant ses moindres faits et gestes. Je me suis cramé les doigts, je me suis pris des coups de jus dans tous les sens parce que je comprenais pas. En fait, c'était un peu comme MacGyver, tu vois. Il y avait tout un procédé, mais il manquait un élément indispensable pour que ça fonctionne. Moi, en fait, je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas et pourtant, je faisais exactement comme lui. Il y a des choses que quand tu as 4 ans, tu comprends pas vraiment toute la mécanique. Et ça, c'était très intéressant. Et j'ai appris à travers mon père, tu vois. Donc, si j'en suis arrivé là, eh bien, c'est grâce à ma maman et à mon papa parce que ils ont fait ce que je suis. Donc, des fois, je leur dis, mais regrettez pas, hein, parce que si je suis devenu aventurier explorateur, c'est un peu à cause de vous, hein, indirectement. Et donc ça, c'est peut-être pas... Bon, d'accord. Mais voilà, j'ai pas eu de modèle. C'est vraiment le côté paternel de regarder mon père faire des conneries qui m'a permis de m'évader autrement. Ouais, ça, parce que j'allais dire, il y a le goût de l'aventure, mais il y a aussi beaucoup d'imagination finalement. Tu te crées tes mondes et voilà, quand tu traversais ta grotte, voilà, c'était ton univers. Mais c'était un terrain de jeu extraordinaire. Enfin, t'imagines, pour un gamin de 4 ans, tu avais des outils partout, tu avais des scies, des couteaux, enfin, tu tirais chaque tiroir. Mon père, il gardait tout. À chaque fois qu'il bricolait, il gardait tout. Et puis après, il était un peu l'ingénieur. Quand j'étais gamin, on avait un karting. Au début, moi, je voulais un karting. Je dis, papa, achète-moi un karting. Il me dit, mais ça coûte une fortune, un karting. Je vais te le Je fais, faire. mais vas-y, achète-en un, ça serait trop bien. Enfin, je vois les copains, ils ont des trucs. Je fais, bah non, non, non. Enfin, je vais en faire un. Et donc, mon père, il a construit un karting avec un moteur de pompe à eau, avec le réservoir d'essence, mais juste à côté. On roulait, tu avais des étincelles de 30 cm rouges qui crachaient derrière le moteur. Mon père était là, mais à un moment donné, il va y avoir une goutte qui va tomber là-dessus, ça va partir en sucette. Et on fait, bon, on va arrêter les conneries, on va enlever le moteur et vous allez faire du karting sans moteur. Karting à pédale. Voilà, il y aura moins de risques. Mais c'était du n'importe quoi. On s'amusait, on faisait tout et n'importe quoi. Comment tu t'imaginais ou tu te rêvais plus tard, justement quand tu étais enfant? Est-ce que c'était possible de te dire que tu serais cet aventurier explorateur, ou est-ce que c'était totalement déjà irréaliste dans ton esprit, ou pas du tout l'idée? Enfin, est-ce que tu te projetais déjà dans un futur toi? Non, c'est difficile de se projeter. Moi, je vivais la vie pleinement. J'adorais ce que je faisais. Quand j'étais gamin, je faisais les 400 coups. Après, je m'amusais beaucoup avec les copains. On avait un terrain de cross qu'on avait aménagé et on y passait tous nos week-ends à faire des feux de camp énormes, l'été comme l'hiver. Donc, c'était nos habitudes. Et puis après, on est rattrapé par le monde du travail. Moi, la restauration, parce que je trouvais ça passionnant en observant ma maman cuisiner ces grands plats dans les fétous et tout ça. Et ça, je trouvais ça assez dingue d'être capable de mélanger des aliments et qu'à un moment donné, ça fasse un plat extraordinaire avec une saveur, avec une texture, avec un visuel. Et je trouvais ça passionnant et c'est ça qui m'a donné l'envie de me dire, bon allez, on va se lancer dans la restauration.
Et donc, j'ai fait donc, mon bac technologique en restauration. Mais j'ai jamais cherché à devenir cet aventurier. C'est au fil du temps et ce sont les expériences que j'ai pu acquérir au fil du temps sont devenues après, j'allais dire, une petite expertise. Et puis après, d'aventure en aventure, l'expertise a grandi et maintenant, on va dire que j'ai une bonne expertise de l'aventure, même si j'en suis très loin d'avoir cerné l'ensemble du truc. À 19 ans, tu connais une forme de révélation et tu vois poindre une envie d'être un peu plus authentique et un peu plus aligné avec toi-même. Est-ce que, et t'affranchir un peu des apparences, en tout cas de ce que toi tu juges superficiel, est-ce que tu as l'impression d'être un peu perdu en route les années précédentes ou pas, de pas être tout à fait bien dans tes baskets? Est-ce que tu aspirais à être? Ouais, c'est un peu ça. En fait, on essaye de se coller à un monde comme ce que l'on voit à l'heure actuelle, hein. Les gens vivent dans un univers et en fait, tu essayes d'être un peu comme eux, tu vois, pour pas être différent. Sauf que ça me convenait pas, tu vois. Le Rémi, il n'était pas avec un jean bien correctement, avec une jolie chemise. Moi, j'avais des claquettes avec un short déchiré et un t-shirt déchiré et j'étais bien comme ça. Et c'est venu soudainement à un moment, tu t'es dit un matin, tu t'es dit ça c'est pas moi, je Ouais, range ce truc là, je veux exactement. pas ressembler à qui que ce soit, finalement je vais tracer ma route et être C'est ça. juste avec moi-même. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de continuer à faire semblant ou de faire comme les autres. C'était pas moi. Et en fait, je me perdais dans une identité qui était autre. Donc, j'ai voulu complètement me remettre sur mes rails. Je fais ça, c'est mes rails à moi et je continue comme ça, que ça plaise ou non aux gens. L'aventure, elle va trouver pleinement sa place dans ta vie en 2010. Est-ce que tu peux nous raconter cette nuit où tout a basculé? C'était en Bretagne après un passage sur une foire. Et puis tout ça a contribué à faire, en tout cas à construire et à te lancer, te donner le pied à l'étrier sur ce que tu es devenu aujourd'hui. Comment tout Exactement. ça s'est passé de façon assez soudaine et inattendue? Eh bien, je me dis que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et la position qu'on a, l'envie que l'on a, ce qu'on arrive à dégager, fait qu'on attire les bonnes choses vers soi. Et donc, c'était des vacances en Bretagne que j'avais avec ma maman. Et forcément, quand elle m'a proposé cette journée exceptionnelle de passer une journée entière, faire une brocante, donc je suis parti au bar du coin vérifier si la bière en Bretagne était toujours aussi bonne. Et elle était bonne, elle était bien. T'as pas essayé le cidre? Non, bah non, non, je suis passé à la bière directement. Et du coup, au bout de plusieurs dizaines de minutes, avoir descendu quelques pintes, je suis parti chercher ma maman. Et il y avait un étalage, enfin, il y avait 700 exposants dans cette brocante. Et je cherchais sans chercher. Tu fais exactement comme la plupart des gens, tu chines, tu regardes à droite, à gauche, tu te dis, bon, il y a peut-être un truc qui va m'intéresser. Et je tombe sur un étalage d'une jeune femme qui vendait tous ses livres. Et donc, je regardais au hasard ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant. Et il y en a un voilà, qui était avec un mec en train de courir. Je ne sais même pas si Jamel il avait les deux pieds hors de la route sur la photo, mais je crois que c'était ça. Il y avait un Un camion à côté? gros camion américain. Il y avait un gros signe jaune avec, je crois que c'est la route 66, un truc comme ça, sur une piste bitumée. Et il y avait écrit « Au cœur des Amériques, 24 000 km en courant, Alaska jusqu'en Argentine », un truc comme ça. C'était Alaska. Ushuaïa, je crois, Ouais, c'est ça. Ushuaïa, c'est ça, ouais. Et je regarde le bouquin, je retourne. Je pourrais même pas te redire ce qu'il y avait écrit sur le synopsis derrière, mais je dis, oh, sympa, intéressant, 6 balles, tu vois, pas grand-chose. Je l'ai négocié quand même. Ça fait une pinte et demie. Allez, après, ok, on y va. Ouais, tu vois, tu te dis, bon, allez, on peut quand même le faire. Donc, j'ai acheté le livre, 5 euros, je suis revenu et je vais on va lire, on va bien voir ce que c'est. Et en fait, ce que j'aimais dans son écriture, c'était pas forcément la façon de l'avoir écrit, mais c'était les rencontres, le partage. Ce qu'il y avait à travers ce livre, c'était toutes les personnes qu'il avait pu côtoyer au jour le jour, dans des communautés plus ou moins reculées, des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes façons de vivre. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je dis, mais c'est un truc de dingue. En fait, il y a une porte ouverte sur l'infini de pouvoir rencontrer des gens dans tous les sens. Et je trouvais ça extrêmement intéressant et de se dire, il l'a fait uniquement avec la Forrest Gump, tu vois, un sac à dos et on part et on verra bien. On verra ce qu'il va y avoir sur la route. Et je trouvais que c'était une façon de se déplacer assez particulière. C'est rapide tout en étant lent. Tu as le temps d'apprécier les choses et tu savoures chaque kilomètre parcouru. Parce que, à la différence, et on m'a posé la question souvent, ça ne t'irait pas de faire un truc en vélo? Alors, c'est pas pour rabaisser les personnes qui font du vélo, mais je trouve ça beaucoup trop facile par rapport à la course à pied, parce que quand on arrive en haut de la colline, eh bien, il suffit d'arrêter de pédaler et on profite de la descente en étant en roue libre.
Quand on est en course à pied, on arrive en haut de la colline et on veut redescendre, il faut quand même mettre un pied devant l'autre et accélérer. Et en fait, on apprécie chaque pas, chaque montée, chaque descente, chaque difficulté. Et c'est ce que je trouvais magique, en tout cas, dans son récit. Tu dévores donc le bouquin en une nuit. Il se passe quoi le lendemain? Par quoi on commence quand on se dit qu'on a envie de tangibiliser un peu ce rêve et cette idée? Ce déclic-là, quelle est la première action ensuite pour se dire je vais tendre vers ça, ou peut-être que moi aussi je peux vivre ce type de défi? Qu'est-ce que tu entreprends? Tu commences à bouquiner des destinations, tu commences à t'entraîner, comment s'oriente ta réflexion qui mène à l'action très vite? La première chose à faire quand on a une réflexion comme ça, parce que c'est très humain et l'être humain a besoin de ça, on a besoin d'échanger, c'est de le partager. C'est de confronter ses idées, son opinion à une personne. Pour moi, la personne la plus importante, c'était ma maman, et elle était en bas. Donc je suis descendu et j'ai été la voir tout de suite et je lui ai dit « J'ai une idée, je vais traverser un pays en courant ». Donc t'imagines 7 heures du matin, avec le café tranquillement, elle te regarde, fait « Ouais ». Si c'est Luxembourg, ça va. Ouais, c'est ça. Bois déjà le café, on verra plus tard. Mais je fais OK. Et en fait, je me suis dit, je vais garder cette petite idée en tête, puis on verra par la suite. Je suis retourné à Thoiry, là où je travaillais en tant que maître d'hôtel. Et là, tu te poses toutes les questions du monde. Tu fais OK, c'est cool, tu as posé ça sur le papier, je vais traverser un pays en courant. On fait quoi? On fait comment? Et en fait, maintenant, ça me paraît tellement simple de le poser sur un papier. Le qui, quand, pourquoi, comment, c'est des choses basiques maintenant. Mais quand j'avais 26 ans, ces questions-là, c'était catastrophique. Je ne savais pas monter un projet, mais j'étais maître d'hôtel, je portais des assiettes, j'allais vendre des accords mets et vins à mes clients, je leur expliquais pourquoi prendre ce fromage avec ce vin, et c'est tout. Et du coup, tu te dis, c'est quand même particulier, tu vois, de passer de l'un à l'autre. Et donc, il a fallu se poser, réfléchir, comment on monte un dossier de présentation, comment est-ce qu'on fait ça. Et quand je repense à tout ce que j'ai fait pour monter le projet de l'Australie, des fois, je me demande encore comment est-ce que j'ai réussi à le faire. Comment est-ce que j'ai réussi à partir en Australie alors que c'était monté n'importe comment. Il y avait la jeunesse, parce que c'était peut-être aussi un peu moins simple d'accéder à l'information à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. C'était il y a une dizaine d'années, mais malgré tout, c'était peut-être un peu moins documenté, je sais pas. Même pas. C'est juste que j'étais complètement novice dans le domaine, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Tu vois, même démarcher des partenaires. Je ne savais pas le faire, mais eux ne le savaient pas le recevoir non plus. C'était pas des choses qui étaient communes d'aller démarcher des entreprises pour leur dire on a besoin d'argent. La plupart des personnes que j'allais solliciter te regardaient avec des yeux, genre, mais vous voulez quoi en fait? En fait, j'ai besoin d'un peu d'argent, mais on fait pas ça, non. Ouais. Et en fait, ils étaient complètement interloqués de se dire le mec qui va traverser l'Australie en courant, tout seul, sans assistance, et vous voulez que nous on aide ça. Mais si vous voulez vous payer un enterrement digne de ce nom, vous nous le dites, on fera autrement. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre tout ça. Moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que la plupart des entreprises que je sollicitais me répondaient avec un non. Je dis, mais pourtant, je vais le faire. Et moi, j'étais tellement persuadé de ce que j'avais envie de faire que je ne comprenais pas leur réaction. Et convaincu que tu pouvais y arriver? Exactement, ouais. Moi, je savais pas si j'allais y arriver, mais en tout cas, j'allais tout mettre en œuvre pour le faire. Et les entreprises que je sollicitais, pour elles, c'était juste du suicide. Et en y réfléchissant, oui, ça pouvait poser derrière un bureau. Tu es en train de travailler tranquillement et tu en as un qui arrive, un minot de 26 ans avec un petit dossier bourré de fautes, avec une mauvaise présentation à la PowerPoint. Tu le regardes, il te dit, va traverser l'Australie en courant. Tu fais, OK. Allez voir le secrétariat Sécurité. à côté. Voilà, vite, sortez-moi cette personne. Là, j'ai l'impression qu'il va faire quelque chose de bizarre. Surtout quand c'est la première, j'imagine. En plus, après, peut-être au gré des expériences que tu as eues et des références que tu as pu montrer, c'était peut-être un peu plus simple de montrer que tu pouvais donner corps et réaliser. Exactement. Ces défis-là, mais les tout premiers, j'imagine, combien ça a dû être compliqué de convaincre. Mais c'est ce que j'explique aux gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Un médecin, pour devenir médecin, c'est pas juste 1 an et après, ça y est, je sais faire. Vous inquiétez pas, j'ai tout lu. Mais j'ai qu'une année, mais je sais faire. Maintenant, il a besoin de 6 ans, 7 ans, et après, il y a des spécialisations, etc., etc. Donc, je leur dis, si vous voulez être crédible dans votre domaine, eh bien, il faut travailler. Et donc, ça peut prendre 7, 8 ans pour se faire un nom, se faire une expertise, encore une fois, avoir des expériences et enfin avoir une expertise. Et là, on va peut-être commencer à vous écouter. Mais ça prend du temps. Et à l'heure actuelle, la plupart des gens, ils veulent tout de suite. Et j'ai eu cette chance, je pense,
d'avoir commencé l'aventure au tout début des réseaux sociaux, là où on n'était pas envahi par ça. Et du coup, on était principalement... j'étais axé vraiment sur une visée à long terme de l'aventure. Je savais que ce n'était pas quelque chose qui pouvait s'accéder et devenir un titre, je veux dire honorifique, peu importe ce que c'est, hein, mais de se dire je vais devenir aventurier là, comme ça, en 2 ans. Je savais qu'il y avait du travail derrière. Et c'est ça qui m'a sauvé, je pense, parce que le fait d'avoir des réseaux sociaux à l'heure actuelle peut rendre le mythe encore plus réel et accessible très rapidement. On voit que de la photo, tu regardes des profils de Mike Horn, tu vois les photos, tu fais ça a l'air super, je sais faire, moi je vais faire pareil, c'est super facile. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a derrière un travail de dingue que Mike Horn, ça fait 25-30 ans qu'il fait ça et il en a bavé pour réussir à atteindre le statut qu'il a à l'heure actuelle. C'est quoi être un aventurier explorateur en 2022 ? Quel sens ça ? Est-ce qu'il y a certes les défis qu'on peut relever, mais est-ce qu'il y a aussi un état d'esprit ? Est-ce que c'est aussi beaucoup ça ? Ouais, c'est assez. Ça a beaucoup changé. Il y a l'exploration, il y a 300-400 ans, on demandait justement à une personne chargée d'aller découvrir un nouveau monde. Donc c'était une personne qui était envoyée par un gouvernement, par une royauté, d'aller découvrir l'Amérique, les Indes, peu importe. Mais il fallait aller conquérir un nouveau monde. Une fois que ça a été fait, on a demandé d'aller explorer les choses un peu plus reculées. Donc on a été sur les pôles Nord, sur les pôles Sud, on a été faire la plus haute montagne du monde sans se perdre dans les déserts, l'endroit où l'homme ne met pas les pieds. Et puis après, on a commencé à accentuer la chose sur un peu un côté scientifique, repousser les limites de l'être humain. Et maintenant, je trouve qu'on est un mix entre les deux, entre un côté scientifique où on repousse les limites de l'être humain pour voir ce qu'on est capable d'accepter, notamment avec les changements climatiques qu'on peut avoir à l'heure actuelle, etc. Et puis, il y a un côté d'ambassadeur de l'environnement, parce que je pense que c'est quelque chose d'une vraie prise de conscience, merci, surtout à l'heure actuelle. Et donc, le fait de porter un message eh bien, aide, j'espère en tout cas, les futures générations à prendre conscience de cette problématique et puis de le faire à toutes sortes de niveaux, que ce soit avec les enfants, les ados, les écoles d'ingé, les actifs, les non-actifs, les personnes retraitées. Et je pense qu'on a un rôle plus tourné là-dessus à l'heure actuelle. La transmission. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. J'adore faire de la présentation, de la conférence en établissement scolaire. J'adore faire ça parce que tu as 100 enfants devant toi, tu mets des petites graines un peu partout, tu ne sais pas si ça va germer, mais tu les as posées. Et quand tu finis une conférence, c'est toujours extraordinaire de regarder leurs petits yeux pleins d'étoiles. Et en fait, c'est des enfants qui sont émerveillés. Et tu te dis, en fait, il y a un message qui est passé. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ils ont capté quelque chose. Et ils peuvent le toucher, le comprendre. Quand on regarde que des images ou quand on regarde que des livres, on lit les choses, eh bien c'est difficile de palper parce qu'on dit oui, ok, j'ai compris. Mais là, le mec, il est devant toi et il te parle. Et donc pour eux, mais celui qui est dans la télé là, qui est en train de passer là sur le film, c'est lui. Et donc ils arrivent. Mieux rasé en face de moi que sur la télé, en général. On peut pas tout faire, tu vois. Mais c'est là où tu te rends compte que les enfants, ils comprennent les choses et en fait, ils ont besoin de ça, de s'accaparer de chaque moment. Et là, quand tu le fais devant eux, eh bien, c'est parfait. Ils ont des étoiles dans les yeux. Et en tout cas, pour moi, c'est la plus belle récompense. C'est la notion de partage dont tu parles beaucoup dans ton livre. Bien sûr. Comment est-ce que tu trouves ta prochaine aventure ? C'est quoi les critères déterminants ? C'est une aventure osée qui va vraiment me pousser dans mes retranchements parce que je ne sais pas. Les gens me disent tu vas traverser la Méditerranée à la nage. Non, je fais non, je vais tenter. J'en sais rien si je vais y arriver. Parce que y a une vraie différence entre le faire avec un staff qui est là pour t'accompagner et qui t'apporte justement l'eau, la nourriture, le cap à suivre et toute cette logistique, et de le faire tout seul, sans assistance, sans que personne t'apporte la moindre aide. Et en fait, tu te rends compte que chaque détail est très important et te bouffe une énergie de dingue. Donc, on a complètement modifié l'approche. Si je reprends sur le Tour de France à la nage, par exemple, je faisais 12 heures, 13 heures de nage par jour. Alors que là, on l'a complètement changé. On a décidé de faire les 3-8, exactement comme une entreprise, pour faire 2 fois 4 heures de nage dans la journée et ensuite 8 heures qui me serviront pour filmer, pour raconter, pour manger, pour m'hydrater, pour désanalyser mon eau, pour raconter l'histoire, et puis 8 heures pour dormir.
Et donc, c'est une grosse préparation. Et en fait, je vais vraiment sur une inconnue que je peux comparer un petit peu à l'Australie parce que j'étais tout seul et je devais me débrouiller complètement dans ce désert pour mettre mon bivouac, faire à manger, trouver de l'eau, etc. Mais là, je serai dans la même situation, sauf que l'environnement dans lequel je vais être sera en constant mouvement. Et ça, j'en ai aucune idée comment ça va se passer parce qu'on peut avoir une journée où la mer elle peut être extrêmement calme et plate et c'est juste parfait. Et là, tu te crois à la plage. Et puis, des fois, tu peux te trouver dans 2-3 mètres de vagues. Et là, c'est C'est pas la même c'est histoire. pas comme à la plage. Ces aventures-là, tu les envisages nécessairement en solitaire? Est-ce que ça fait partie de ta démarche vraiment? Ou est-ce que tu apprécies aussi de les vivre pour tout ou partie collectivement? Alors, on n'est jamais vraiment seul, en tout cas en mer peut-être un peu plus, mais sur Terre, on a des rencontres. Mais toi, c'est vraiment une composante essentielle pour toi de te retrouver avec toi-même? Ou est-ce que tu as aussi envie de l'ouvrir à d'autres? En fait, j'aime beaucoup les deux. Novembre 2019, on a emmené des personnes en Australie pour aller 6 stagiaires pour leur faire rencontrer les aborigènes de la communauté de Kaltukajara. Et donc, on l'a fait et j'étais pas seul, on était un groupe. Et c'était vraiment pour montrer que le collectif est capable de faire plein de belles choses et quand on s'en donne les moyens, on peut aller au-delà de ses limites. Donc, je sais que j'aime faire des choses à plusieurs parce que c'est ce qui me transporte également. Et ça fait passer le message et l'envie aux autres de pouvoir se dépasser, en tout cas, ou même de se surpasser. Les aventures que je fais moi, j'aime les faire seul, même si, comme tu le soulignes, on n'est jamais seul. Il y a une grosse phase de préparation et la préparation, elle n'est jamais seule. Il y a toujours du monde, même si tu dis non, mais je suis tout seul à le faire. Mais à un moment donné, eh bien, le soir, tu viens forcément parler soit à ta compagne, soit à ton mari, soit à tes enfants, soit à ton meilleur pote, ta meilleure pote, peu importe, à quelqu'un pour lui dire ah, je suis en train de faire ça, tu crois que c'est bon, c'est pas une connerie. Donc tu vas forcément en parler et le partager. Et après, le pendant, j'aime le vivre seul parce que c'est une thérapie. J'ai besoin en fait de me retrouver seul pour faire le point avec moi-même sur moi, sur ma vie. C'est un moment que j'apprécie en fait. Et plus je suis dans la merde, plus je me sens vivant. Et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Je ressens quelque chose à me dire, là, je suis vraiment mal, mais là, je suis vraiment bien. C'est là, en fait, c'est le moment je voudrais pas être ailleurs sur Terre. Il y a que à cet endroit-là où je suis bien. Parce que je ressens vraiment chaque détail. Voilà, la notion du flow, le FLOW, bien c'est ça, en fait. C'est juste extraordinaire de pouvoir se dire, je rêverais de pas un seul meilleur endroit. Il y a que là où je suis bien. Et est-ce que justement cette idée de te sentir bien dans ces moments de retranchement, est-ce que ça veut dire que tu tends à aller les chercher de plus en plus et tu viens aussi chercher ces moments où tu es sur le fil? C'est un des objets de tes projets? C'est Alors, aussi ça? pas uniquement, mais toutes mes aventures sont liées sur la thématique de l'eau parce que j'en ai souffert en Australie. Mais c'est surtout un enchaînement et chaque aventure apporte une plus-value à la prochaine. L'Australie a été une vraie aventure physique. C'était la première, donc c'était vraiment du dépassement de soi et j'allais, alors, là c'est vraiment le cas, exploser ma zone de confort parce que je ne savais pas du tout où j'allais. J'explorais quelque chose de complètement nouveau. Le Mekong, ça a été, donc je connaissais déjà les difficultés de faire un entraînement physique sur de longues heures par jour, vu que je l'avais vécu en Australie. Par contre, j'ai découvert quelque chose d'autre sur le Mekong, c'est une capacité à être patient avec la population locale qui ne parle pas ta langue et de devoir échanger avec des gens, et ça te prenait des heures pour leur expliquer des petits détails, tu vois. Mais rien que ça, mais ça te bouffe une énergie considérable. Et en fait, ça, j'ai appris pendant cette aventure à développer cet aspect-là. Le Tour de France à la nage, j'avais pas besoin de connaître l'aspect physique, du dépassement physique. Je l'avais vécu en Australie. La partie culturelle, échange, je l'avais vécu sur le Mekong. Mais là, je vivais quelque chose encore plus violent sur tes sens. Parce que sur le Tour de France à la nage, lorsque tu nages, visibilité, quand tu es sur la mer du Nord ou la Manche, tu es à 3-4 cm, donc tu vois rien. Les muqueuses au niveau de la bouche sont complètement camouflées par l'iode qu'il y a dans l'eau, donc tu sens rien, tu n'as pas de goût. Le toucher, eh bien tu nages, c'est un peu du coton, ça bouge partout, donc il n'y a pas de toucher. L'ouïe, la seule chose que tu entends, c'est des bulles, et des fois j'arrivais à percevoir le moteur lorsqu'il y avait un bateau qui passait pas très loin.
L'odorat, pareil, vu que la bouche et le nez va s'y connecter, donc tu sentais rien du tout à part le sel. Et là, tu dois te replonger dans quelque chose que je ne connaissais pas encore. C'était le mental de devoir aller, entre guillemets, faire des schémas de pensée sur 12 heures de nage pour ne pas péter les plombs et de dire, OK, je vais penser à ça, je vais essayer de penser à de l'histoire géo, à de la politique. J'avais créé une bulle de bons moments et quand ça allait pas, je venais piocher dedans et des fois, j'explosais de rire dans l'eau presque à me noyer parce que je venais de penser à un truc à la con et c'était tellement drôle. Et souvent, je pense que les gens qui font de la course à pied en longue distance ou même du vélo et donc de la nage arriveront à ressentir ça. C'est ce moment où tu es à moitié, tu es là sans être là. C'est un peu un moment un peu vaseux où mécaniquement, tu sais ce que tu as à faire. Tu cours, tu pédales, tu nages. Et en fait, ton corps est en train de faire quelque chose et toi, tu es très loin. Et j'arrivais presque à faire de la méditation en dormant. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Et c'était le bateau d'assistance qui venait me voir et qui me tapait sur la tête et dire « Oh, là-bas, c'est l'Angleterre. Nous, on va de l'autre côté. » Et en fait, j'étais complètement perdu. Je me laissais emporter dans mes mouvements sans forcément me concentrer sur ce que je faisais. Je nageais et j'avais les yeux qui étaient là sans être là et j'étais parti. Et c'était vraiment des sensations très agréables. Donc, toutes ces aventures viennent nourrir les autres. Et donc là, le Calvi Monaco, je vais découvrir quelque chose d'encore nouveau sur un dépassement physique, mental, en totale autonomie, mais dans un environnement très instable. La gestion de la peur, comment ça se passe? Est-ce que c'est un moteur pour toi ou est-ce qu'il faut l'évacuer parce que ça peut être un frein et ça peut t'empêcher de partir et de faire les choses? Comment est-ce que tu gères ça? Mais il faut la doser en tout cas. Elle est très importante, elle est nécessaire, elle doit être là. Si elle n'est pas là, en fait, t'es mort. Donc la peur est omniprésente et elle m'a toujours aidé dans mes choix. En Australie, par exemple, lorsque j'ai dû aller chasser un brown snake, donc c'est l'un des serpents les plus dangereux sur Terre, quand tu dois aller chasser un serpent, moi je partais toujours du principe où tous les serpents sont mortels. Comme ça, au moins, tu sais, c'est pas « Ah oui, mais il avait les écailles comme ça, on m'a dit que… » Non, non, on s'en fout ça. Tu vois, quand ils mordent, on s'en fout. Ils peuvent être mortels. Mais là, entre le voir sur un papier, tu sais, ok, c'est comme ça, j'ai compris le truc, et le voir en vrai et qui bouge, et tu te dis, il faut que je l'attrape pour le manger, c'est pas la même chose. Et en fait, la peur t'envahit, et en fait, c'est une peur, c'est une bonne peur parce qu'elle est là pour te rappeler où est-ce que tu es, ce que tu fais, que s'il y a un risque à prendre, tu es au courant de ce que tu fais, et surtout, tu es au courant que si tu te fais mordre, les secours vont mettre un certain temps à arriver et que au mieux, tu vas perdre la jambe ou le bras parce qu'ils vont te le sectionner, parce que ça sera complètement pourri si tu veux, ou alors tu y laisses la vie. Donc la peur est là et elle est présente et on en a besoin pour justement se poser les bonnes questions. Sur le Mékong, elle m'a beaucoup aidé sur des prises de décision, sur des gros passages de rivière où c'était très encaissé avec des rouleaux énormissimes et des vagues qui faisaient 2-3 mètres de haut, où tu t'arrêtes avant et tu dis, bon, si je vais à gauche et que je fais ça, potentiellement, il peut se passer ça, ça. Si je vais au milieu, il peut se passer ça ou ça. Ici, pareil. Et en fait, tu prends conscience de tout ça. Et ça te donne, entre guillemets, une fourchette d'options de ce que tu peux être capable de faire ou non. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut être aventurier à son échelle? Bien sûr, à chacun son Everest. Et il n'y a pas besoin de faire la plus belle montagne du monde et la plus haute montagne du monde sans oxygène, en short, pieds nus. On s'en fout. On s'en fout royalement. Ce que je dirais aux gens, principalement, c'est, surtout à l'heure actuelle où on travaille avec les réseaux sociaux, où on veut faire du buzz. La surenchère, toujours. Je fais, ouais, arrêtez, ça sert à rien. Faites pas uniquement de la forme pour dire, regardez ce que je fais, on s'en branle. Faites du fond. Faites des choses qui ont du sens. Ça sert à rien de vouloir faire le truc le plus ouf et de dire, j'ai battu machin, j'ai traversé le truc le plus vite possible. Ça sert à… Enfin, en tout cas, c'est mon… pour vous, en tout cas, déjà, dans un premier temps. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais faites des choses avec du fond qui donnent du sens. Ça, c'est important. En marge de ton goût avéré pour l'aventure, on l'a compris. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de ton rapport à la course à pied, qui est le thème de prédilection de ce podcast et qui a été un rouage essentiel de ton aventure en Australie? Quelle place elle tient dans ta vie au quotidien? Elle est très présente ou est-ce que c'est une des composantes au même titre que d'autres activités physiques? Maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus light. J'en fais de temps en temps, juste pour le plaisir, parce que j'aime ça. J'aime me courir au bord de la Saône. J'aime courir en pleine forêt. Je trouve que c'est très agréable. Ça a été
ça a été très particulier parce que quand je me suis lancé et que j'ai décidé de faire la traversée de l'Australie en courant, j'étais pas coureur, j'étais serveur. Ça, c'est presque pareil. Il y a pas mal de kilomètres par jour. Si tu mélanges les lettres, à mon avis, ça fait coureur, tu vois, à un moment donné. Tu fais bien entre 5 et 10 bornes tous les jours à porter des assiettes. Mais j'avais aucun entraînement, j'avais pas de coach, j'avais personne. Donc j'ai fait des choses et j'en discute maintenant avec mon préparateur physique et il me dit tu as une chance inouïe, franchement, de partir en Australie sans être blessé parce que je faisais des étapes de dingue. Je courais le matin, je faisais 20 km de course à pied. Ensuite, je rentrais, je faisais mon service du midi. L'après-midi, je partais à la salle de sport pour pouvoir emmagasiner suffisamment de force pour être capable de tracter la remorque qui faisait 40 kilos. Et ensuite, je faisais le service du soir. Et après, on mettait une paire de baskets. Et des fois, il y avait des serveurs ou des cuisiniers qui venaient avec moi et on partait courir 20 bornes pour se préparer à faire cette aventure. Et je l'ai fait sans aucune préparation. Je ne savais pas du tout même faire du fractionné. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je mettais juste les baskets et je courais. Et je me suis... en fait, j'ai mis un certain temps à me rendre compte que j'avais eu vraiment beaucoup de chance sur cette préparation et que ça aurait pu être catastrophique avant de partir en Australie. Merci beaucoup pour cette introduction, Rémi. C'est juste l'introduction. On a passé pas mal de temps, mais on va plonger très vite dans ton aventure en Australie. Mais avant ça, il y a une rubrique qui s'appelle la basket chinoise. C'est le format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ? Je dirais bien un dragon, tu vois. Quelque chose qui peut être... toi, mais un dragon, tu as les deux côtés. Le dragon qui peut être super gentil et puis... Elliot, le dragon par exemple. Ouais, par exemple, tu vois. Et puis très méchant quand on vient le chercher, qui permet également de voler, de se déplacer. Et je trouve que c'est un personnage de fiction assez magique. Si tu étais un animal, donc en imaginant que le dragon n'existe pas, est-ce qu'il y a un animal qui te ressemblerait ? Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup le requin. Je trouve que c'est un animal assez particulier, qui peut être très agressif, qui peut être vif, qui est très tourné. On appelle ça les éboueurs, je veux dire, de la mer. Ils sont là pour réguler. Et je trouve que c'est un animal assez particulier. Et j'aime beaucoup le crocodile parce que c'est un animal qui est sur Terre depuis des milliers d'années. Il n'a pas évolué tant que ça. Il est toujours plus ou moins pareil. Et je trouve ça assez fascinant d'arriver furtivement, sans faire de bruit, à quelques centimètres de ta proie et lui sauter dessus au dernier moment. Je trouve ça passionnant. Ok, ça rigole pas les animaux là. Non, mais c'est pas... on n'est pas dans le chihuahua. Oui, voilà, c'est pas ouais, l'hamster, tu vois, le truc qui sert à... Voilà. Libre à toi. Dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi ou d'admiration dans sa personnalité ou dans ses performances ? Alors forcément, Jamel Bali, pour le livre que j'ai lu, mais j'ai beaucoup aimé Edmund Hillary lorsqu'ils ont fait l'ascension de l'Everest en 53, qui m'a toujours fasciné. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu. J'ai trouvé ça juste hallucinant d'être capable de faire une montagne avec l'équipement qu'ils avaient à l'époque. Et ensuite, ce qui en découle un petit peu de Tintin, Capitaine Haddock, je dirais le professeur Tournesol qui retrace un petit peu la famille Picard, qui ont été des précurseurs sur plein de choses, le vol stratosphérique, la descente dans les abysses avec le bathyscaphe, ou encore avec Bertrand Piccard lorsqu'ils ont fait le Solar Impulse. Trois générations, c'est ça, dans la famille qui ont marqué leur temps. Je trouve que c'est dingue quand même de se dire ils ont trois générations et ils y arrivent encore. Extraordinaire. Merci Rémi. Le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée de l'Australie en courant. Avant ça, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette aventure que tu vas nous faire vivre aujourd'hui. Tu t'es donc lancé fin 2011 dans un projet de traversée de l'Australie du sud au nord en courant, une épopée de 5400 km et d'une centaine de jours entre les villes de Melbourne au sud et de Darwin au nord donc. Ce projet, tu as choisi de le vivre seul, sans assistance et en totale autonomie. Quand je dis seul, c'est en partie exact, puisque tu peux en réalité compter sur un fidèle compagnon de route, à savoir une remorque de ta fabrication, disposant de 3 roues et qui pèse 40 kg, tu nous l'as dit tout à l'heure. Te voilà donc parti pour Melbourne en octobre 2011, où tu passes quelques jours avant de te lancer sur la Great Ocean Road, qui te mène jusqu'à Adélaïde. T'attends ensuite, alors là ça va être compliqué pour moi en termes de prononciation, tu m'as intimidé tout à l'heure, la façon dont tu l'as dit, je vais essayer d'en approcher. T'attends ensuite le désert australien par la Stuart Highway pour rejoindre Uluru Kata Chuta National Park. Ça va Uluru Kata Chuta National Park. Mais je ne le dirai plus. Ouais.
L'occasion pour toi d'aller à la rencontre de la première communauté aborigène Kaltu Kajara, située dans le territoire du Nord. C'est ça. Après 10 jours avec eux, tu passes ensuite une quinzaine de jours dans la communauté Mutijulu, située à l'extrémité orientale d'Uluru, avant de repartir à l'aventure sur des lignes droites à perte de vue, du sable et sous une chaleur écrasante. Mais tu vas nous raconter tout ça bien en détail. Ton parcours a été émaillé d'un certain nombre d'événements particulièrement marquants, notamment le serpent dont tu nous as parlé tout à l'heure. Mais avant qu'on se consacre plus particulièrement à ta course épique, place à la question qui pique de course épique. Et figure-toi qu'elle va parler de quelqu'un que tu viens juste de mentionner à l'instant, qui est Edmond Hillary, un alpiniste, explorateur et philanthrope néo-zélandais, qui est né en 1919 et qui est mort en 2008, 90 ans quasiment, quand même pas mal. Ouais. Le 29 mai 1953, lors d'une expédition britannique dirigée par le général de brigade John Hunt, Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay sont les premiers à gravir l'Everest. Ça, tu le savais, tu nous as dit que ça avait bercé tes plus jeunes années. Ces nombreux exploits ne s'arrêteront pas là, et notamment dans le cadre de l'expédition transantarctique du Commonwealth, il atteint le pôle sud par la Terre en 1958. Il atteint ensuite le pôle Nord. Tracteur Ferguson. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'il y avait un véhicule à moteur. Exactement. Il fait ensuite le pôle Nord, parce que le pôle Sud, c'est pas suffisant, ce serait pas assez. Donc c'est la première personne à avoir finalement atteint les deux pôles et à être monté au sommet de l'Everest. C'est la première personne sur Terre qui l'a fait. Voilà ma question qui pique pour toi, Rémi. En 1960, Edmond Hillary va organiser une expédition à la recherche d'une drôle de créature. Saurais-tu me dire laquelle ? C'est une bonne question. C'est pas ma compagne. Non, ni un dragon. Non, ni un dragon. Non, je sais pas. Eh bien, figure-toi que c'est le Yeti. Génial. Il a suivi les traces de Tintin. Ouais, il est parti. Donc l'expédition devait durer 5 mois. Elle en a duré le double. Petite question bonus pour toi. Est-ce que tu penses qu'il l'a trouvé ? J'ai un doute. Mais Tintin l'avait trouvé. Ouais, il a dû le trouver aussi. Il a dû le trouver aussi, je pense. C'est peut-être lui-même qui s'est transformé en Yeti. Et du coup, ils sont revenus en Nouvelle-Zélande et ils ont foutu sa statue à Mount Cook Village. Ça doit être pour ça. Donc ouais, non, blague à part, ils ont évidemment pas trouvé de preuve de l'existence de l'abominable homme des neiges, et il est prouvé que les empreintes de pas suspectes qu'ils ont découvertes sur place, qui provenaient d'autres origines. Au cours de l'expédition, Hillary se rend en effet dans des temples reculés qui contiennent des reliques de Yeti. Et après avoir rapporté 3 d'entre elles, il démontre que 2 proviennent d'ours et la 3e d'un caprin. Voilà, donc petite déception quand même. Donc il déclare à l'issue de tout ça que le Yeti n'est pas une étrange créature surhumaine comme on l'a imaginé longtemps. Nous avons trouvé des explications rationnelles à la plupart des phénomènes attribués au Yeti. Extraordinaire. Ça s'est joué à un poil, dommage. Dommage, Rémi. Un bon poil. Tu n'es pas venu pour rien. Allez, ça en est fini de notre question qui pique. On va maintenant partir avec toi en Australie pour partager cette aventure. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle est née ? Tu avais déjà eu l'occasion d'aller en Australie dans un contexte plus touristique. Est-ce que tu avais déjà un lien très fort émotionnel avec ce pays et c'était assez rapidement une évidence que c'était là qu'allait se jouer ta première grande aventure de vie ? C'est vrai que l'Australie est un pays où tout peut arriver. 14 fois la taille de la France, 4000 km par 4000 km, je ne sais plus, 27 millions d'habitants, je crois, un truc comme ça. Et, la population, je crois que c'est 2,7 habitants au kilomètre carré. Autant te dire que dans le bush, tu ne croises pas grand monde. La plupart des gens vivent sur la côte, Sydney, Canberra. Après, tu as Melbourne, Adelaide. Et puis après, si tu montes sur la Gold Coast, tu vas avoir Brisbane et puis Cairns. Alice Springs en plein milieu, mais qui n'est pas une très très grosse ville. Et de l'autre côté, tu vas avoir Perth. Et après, si tu montes, tu vas avoir Plymouth, je crois. Et puis Darwin tout en haut. Donc, c'est relativement un continent peu peuplé. En tout cas, en plein milieu de l'Australie. Et je trouvais que c'était fascinant. Tu as tout en Australie qui peut te prendre la vie. Le soleil est brûlant. Si tu vas en pleine mer sur la saison estivale, tu as les grands requins blancs, les requins bulldogs. Tu as les box jellyfish, ces toutes petites méduses avec des longues tentacules qui te paralysent dès qu'elles te touchent. Tu vas avoir les stonefish qui ont 3 arêtes dorsales sur le dessus. Tu mets le pied dessus et c'est venimeux. Tu vas avoir les serpents de mer. Tu vas monter un peu plus dans le nord pour aller jusqu'à Cairns. Tu vas avoir les crocodiles. Et quand il y a un panneau, c'est écrit « No swimming crocodile », c'est pas pour les touristes. Hein. Il y a vraiment des crocos. Hein. Et quand tu le vois surfer une vague et que le truc il fait 6 mètres de long, c'est pas un morceau de bois. Hein. C'est un croco. Et ça va en mer, ça nage en mer. Donc c'est assez c'est fascinant. Tu vas avoir les moustiques. Tu vas avoir les cassowary. Donc c'est un animal qui a un mix entre une poule et un vélociraptor. Tu vois, c'est un truc... ouais. C'est énormissime, c'est bleu, tu regarderas si tu as des photos, c'est assez dingue, mais ils ont 3 griffes sur les pattes et très très dangereux. Tu vas avoir les kangourous, les red kangourous, ceux qui sont très très grands, qui font presque 2 mètres. On avait, tu sais, l'image du kangourou qui boxe, mais ça boxe, hein, et c'est très dangereux. Et généralement, ils ont cette faculté de pouvoir se poser sur leur queue arrière
Et puis avec les pattes, ils t'attrapent avec les petites pattes, avec les grandes, mais ils te mettent des grands coups sur le thorax et ils t'arrachent complètement la peau, ils t'éventrent. Tu vas avoir les araignées. L'araignée la plus dangereuse au monde vit dans le parc de Sydney, à côté du Sydney Opera House, et qui est une belle araignée qui est noire, qui s'appelle la Funnel Web Spider. Et donc, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de décès à Sydney à cause de cette araignée, mais néanmoins, elle est bien dans le parc, elle est encore là. Tu vas avoir les serpents qui sont mortels. J'en ai parlé peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. Les lézards. Alors, en France, on a des lézards, tu vois, ils font 10 cm. Eux, ils ont des lézards. Tu vois, ils sont croisés avec des crocodiles. Tu vois, c'est des lézards, ils ont des dents qui font 1 centimètre. Tu lui mets un collier, c'est un chien de garde. Hein. Tu peux te promener avec en ville. Personne ne viendra t'emmerder. En fait, l'Australie, c'est très, très hostile. La plupart des gens qui partent là-bas imaginent uniquement, on va sur la Gold Coast, on va autour de Perth, on va boire des bières, on travaille, c'est cool, c'est fun, il fait beau tout le temps, c'est génial. Effectivement, ça l'est. Mais quand on va vraiment dans les endroits un peu reculés, on se rend compte que c'est très hostile. Et c'est tout ça qui m'attirait de l'Australie, en plus des grandes immensités. Tu vois. En 2009, on avait acheté un vieux camion pourri et on roulait, mais tu fais des 300, 400 km de ligne droite, tu n'as même pas besoin de bouger le volant. Et ça ne s'arrête jamais. Et quand tu arrives le soir, tu te poses, tu dors, tu manges un bout, le lendemain tu te réveilles, c'est quoi ? Mais non, mais tu continues, c'est tout droit. Mais tu crois que c'est la bonne route ? Je fais, tu sais, il n'y en a pas 15 000. Il y a une route et c'est soit tu vas dans le bon sens, soit tu vas dans l'autre sens. Mais il n'y a pas 15 000. C'est le bon endroit pour passer son permis, ceci dit. Ah, c'est pas génial. De feu rouge, pas de stop, là, c'est pas de créneau. Et même pour faire un truc en bataille, ça va, il n'y a personne pour t'emmerder, tu vois. Donc, le truc parfait. Et puis, il y avait cette culture très, très imprégnée des aborigènes, qui est quand même une culture très, très ancienne, implantée en Australie. Et tu vois qu'il y a une grosse différence. Moi, je l'ai vu en 2009, où tu te rends compte que c'est pas si simple d'être un aborigène à l'heure actuelle en Australie, où il y a vraiment des tensions entre les Blancs et les aborigènes. Et la plupart sont mis dans des communautés. Les premiers aborigènes que j'ai rencontrés, moi, en 2009, c'était dans des grandes villes. Ils étaient souvent drogués, alcoolisés, obèses. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça. Elle est où cette culture aborigène qu'on voit moi, je me rappelle du film Crocodile Dundee, tu vois, et je dis, ok, c'est un film, j'en conçois, mais il y a sûrement un reste de tout ça. Et on se rend compte que quand le blanc est arrivé en 1789 avec le capitaine James Cook, lorsqu'il a découvert Sydney Cove et ensuite il s'est implanté là-bas avec les Anglais, ils ont utilisé un petit peu le savoir et le savoir-être, le savoir-vivre des aborigènes pour les utiliser pas à bon escient et les utiliser comme esclaves, etc. Et ça fait mal au cœur de se dire c'est une culture qui est implantée là-bas depuis. Ce sont des hommes et des femmes qui ont toujours vécu de la chasse, de la cueillette. C'était des nomades et ils vivaient très bien comme ça. Et là, tu te rends compte qu'en quelques centaines d'années, tout a été bouleversé. Et c'est un mix de tout ça. Et c'est fascinant. On habite en France, l'Australie, c'est à l'autre bout du monde. Et de se dire, je vais tenter de traverser le pays qui est de l'autre côté du globe. Tout seul, sans personne, il fait 50 degrés la journée. Quand les gens s'arrêtaient en voiture et que je m'arrêtais sur la route pour leur parler, je piétinais sur place tellement que la route était brûlante et que ça me brûlait les pieds. Tu te dis, c'est pas possible. On voit ça que à la télé, ça n'existe pas. Et le vivre, tu te dis, mais si, ça existe vraiment. Et c'est ça qui me passionnait dans ce pays qui était si particulier et qui avait beaucoup de mystère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la dimension logistique et le matériel requis ? Il y a quoi dans les 40 kilos que tu prends avec toi là, quand tu démarres l'aventure ? Alors, dans les 40 kilos, on va dire que ça s'est affiné au fil du temps. Parce que tu te rends compte que ce n'est pas tout parfait et que ce que tu as pensé au tout début, même si tu as bien réfléchi, il y a des choses qui ne servent à rien. Notamment la trousse de médicaments. Tu en emmènes toujours trop et tu te rends compte que ça sert à rien, à un moment donné, de ramener 15 000 trucs, un peu de sparadrap, un peu de désinfectant, et puis ça ira très bien. Le reste, on verra plus tard. Tu prends du Spasfon et puis un truc pour le mal de tête. Le reste, on s'en fout. Et j'avais pas grand-chose. Une petite tente, un sac de couchage, un matelas, une autre paire de baskets. D'ailleurs, je n'ai pris que 2 paires de baskets pour faire 5400 km. Et voilà, s'il y en a qui se lancent dans la course à pied, faites attention. Les chaussures, ça se change. Et n'attendez pas d'avoir fait 3000 bornes avec pour les changer, parce que la structure en prend un bon coup dans la gueule. Et moi, je les sentis. Mais vraiment, au niveau des hanches, c'était catastrophique. Je ne supportais plus mes chaussures.
Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça et que c'était la structure des chaussures qui était tellement défoncée qu'en fait, je ne pouvais plus garder mes chaussures. Il me manquait 2 centimètres de revêtement en dessous de la chaussure. Je sentais le moindre caillou quand je courais parce que j'avais plus que 3-4 millimètres de... Je ne sais même pas si c'était de la semelle. C'est-à-dire après le revêtement, tu vois. Et alors, il y a eu ça. Après, il y avait un petit kit de réparation par rapport à ma remorque. Il y avait des roues avec donc, des chambres à air, etc. Un peu de nourriture et beaucoup d'eau. Il a fallu 15 à 20 litres, c'est ça, sur les journées. Et c'était, on ne se rend pas compte des quantités que je pouvais ingurgiter en flotte. Je consommais mais des litres et des litres par jour. Et tu t'arrêtes pour aller pisser, et tu pisses 3 gouttes, et tu dis, mais ça part où? C'est pas possible, il faut que je transporte tout le temps de l'eau. Et c'est là où mon aventure elle a évolué de jour en jour. C'est qu'au début, quand je longeais la Great Shan Road, eh bien, tu transportes 10-15 litres d'eau et tu arrives facilement à te réapprovisionner. Et quand tu attaques le désert, eh bien, tu te rends compte que l'eau va devenir une ressource indispensable pour réussir à la traverser, en tout cas le mieux possible. Et donc, il faut en emmener un maximum. Et donc, j'avais rajouté dessus des sacs cabas accrochés à l'arrache sur le dessus de la petite remorque, remplis avec des bouteilles d'eau, tout ce que je pouvais trouver pour remplir, parce que je savais que j'allais jamais avoir suffisamment d'eau pour finir ma journée. Donc, il fallait être opportuniste à chaque fois qu'il y avait un point d'eau. Ce projet, on l'a très bien compris, c'est un projet sportif, mais c'est avant tout un projet humain, une histoire de rencontre et de partage. Et puis, il y a... en complément de ça, et même au cœur de ça, je pense, tu entreprends ce projet pour une cause, suite à une rencontre qui a bouleversé ton existence, on peut dire, en 2011 à Thoiry, à côté de Genève, dont tu parlais tout à l'heure. Cet engagement, il est pour l'association française du syndrome de Love. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette maladie, puis la raison d'être de cet engagement? Eh bien, c'est au détour d'une petite après-midi arrosée au Morito, en fait, avec ma collègue de travail, Sonia, qui habitait à quelques kilomètres de l'établissement dans lequel on travaillait. Et on avait pour habitude, une fois que le service du dimanche midi était terminé, de se retrouver chez elle. Et on ramenait du rhum, des feuilles de menthe et puis du citron. Et c'était parti, on faisait des soirées Morito. Et puis son voisin, qui s'appelait Anthony Verdeau, vivait avec une femme qui s'appelait Nathalie. Et son fils était atteint de la maladie du syndrome de Love, donc il s'appelait Joris. Et il nous a rejoints avec justement Nathalie et ce garçon. Et j'ai pas osé, tu vois, c'est difficile de poser la question, qu'est-ce qu'il a? Donc j'ai attendu un petit peu et j'ai réussi à prendre à part Sonia et je lui dis, qu'est-ce qu'il a, Joris? Il fait, en fait, il a une maladie qui s'appelle le syndrome de Love. Je sais pas ce que ça voulait dire. Je suis OK, très bien. Et donc je suis rentré chez moi par la suite. J'ai été sur Internet et j'ai regardé syndrome de Love. Donc c'est une maladie génétique qui touche, on a environ une centaine de cas en France. C'est principalement les garçons qui contractent la maladie. C'est transmis par la maman. Et c'est une maladie qui touche le cerveau, les yeux, les reins. Ils ont un développement assez retardé. La plupart ont une espérance de vie relativement courte. Il y en a certains, ils arrivent presque à être aveugles. Et donc, je trouvais que c'est assez particulier de te dire c'est une maladie génétique, mais c'est une maladie orpheline qui est très, très rare. Et quand j'ai rencontré Philippe Ferrer par la suite, qui est le président, et on est parti à Paris pour aller au centre des maladies orphelines, tu te rends compte qu'il y en a des centaines des maladies orphelines et des personnes sur un tout petit nombre qui sont touchées sur des choses que personne ne connaît, on n'entend pas parler. Et forcément, vu que c'est un nombre qui est relativement petit, eh bien, c'est quelque chose qu'on met un peu de côté. Et donc, j'ai contacté Philippe Ferrer, le président, et lui demandé, voilà, est-ce que ça t'intéresse que je puisse porter le nom de l'association à travers cette aventure de l'Australie en courant. Mais sauf que moi, quand je l'ai appelé, je lui ai d'abord envoyé un mail, on a eu un échange, mais il croyait que c'était une connerie, il croyait que c'était un canular. Hein. Il m'a dit, mais vous voulez faire quoi en fait? Traverser l'Australie en courant, tout seul, sans assistance, et porter le nom de l'association et essayer de collecter de l'argent pour vous. Et en fait, c'est OK. Et il ne comprenait pas. Il fait, c'est pas possible qu'une personne puisse partir en Australie, courir pour amener de l'argent pour nous, comme ça, alors qu'il ne nous connaît même pas. Et il m'a dit oui. Et il a attendu que je finisse mon périple et qu'on se retrouve. Donc, on s'est rencontrés à Lyon pour la première fois en 2012. Et il m'a pris à part et m'a dit, je t'avoue un truc, on pensait que c'était une connerie, on pensait que c'était pas vrai. Hein.
Et jamais on pensait un jour te rencontrer en vrai et que tu nous apportes ce chèque de 1 500 €. Et je me rappellerai toujours, voilà, je crois que c'est son fils Alexandre qui est venu, donc qui a atteint le syndrome de Love également, qui est venu à mes côtés et je lui ai donné le chèque pour le remercier. Et je me souviens d'avoir versé ma larme et il m'a dit, Alexandre, il m'a dit, il ne faut pas pleurer. Je fais, tu sais pas par où je suis passé pour récupérer les 1 500 €. Et ça a été voilà, un beau moment. Et depuis, avec Philippe, on est très proches. C'est un très, très bon copain. Et il m'a demandé en 2018 si je voulais devenir le parrain de l'association du syndrome de Love. Et je crois que ça s'est fait en tout début d'année 2019. Et je suis devenu officiellement le parrain du syndrome de Love en France. Rémi, on va remonter maintenant un peu le temps. On est à Melbourne en octobre 2011. C'est un moment très particulier. Là, tu viens de passer quelques nuits chez un certain Paul Parrott. Parotti. Parotti, pardon. Ok. Je le prononce à la française. Ouais. Yes. Chez qui tu as séjourné donc en coach surfing. Là, il y a un moment, je sais pas, j'ai des images en tout cas qui me viennent en tête, mais qui je pense est très marquant pour toi et qui a beaucoup de sens. C'est le moment où tu dois prendre l'élan et faire ce premier pas, qui en fait va en appeler des centaines de milliers, probablement des millions d'autres. Et ce moment-là, il prend un peu du temps à se dessiner. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là où tu dois faire ce premier pas? C'est un premier pas que tout le monde a dans la vie, mais pour n'importe quelle décision. C'est de se dire, je débranche et je me lance. Il doit être 7h30, 8h du matin. Moi, je sors avec ma petite remorque, je la pose devant chez lui. Donc, il avait une petite allée, un trottoir avec des petits pavés, avec une marche assez importante, la route bitumée. Il y avait des arbres de chaque côté, le soleil qui perçait juste en face. Il n'y a pas grand monde, on entend les oiseaux qui chantent. Moi, je suis habillé avec mon short noir, avec mon haut blanc et bleu. J'ai mes chaussettes, des petites chaussettes pour courir, une paire de baskets Salomon qui est zippée avec le petit lacet. J'ai pas de barbe, j'ai les cheveux un peu plus courts. J'ai ma remorque qui est beige, pimpant, toute neuve. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien. Elle est juste parfaite. Préparé avec amour par papa. Par mon papa, ouais. Et je suis au bord du trottoir. Voilà, je mets mon sac à dos de chez Red Light qu'on avait ruiné complètement. J'accroche ma petite remorque sur mon sac. On avait fait exprès des petites lanières en cuir pour vraiment se consolider le fait de tracter cette remorque toute la journée. Et Paul était à côté de moi. C'était quelqu'un d'un peu voûté comme personne. Il avait un tout petit chien. Je ne me rappelle plus son nom. Un tout petit chien qui était avec lui. Et donc, il vient me voir et me dit, voilà, mate, you gotta go. Et moi, c'est une grosse décision parce que, en fait, l'aventure, ça se prépare. Et en fait, tant que le mur est loin devant, tu te dis, on a le temps. Et puis un jour, le mur, en fait, il est juste devant ton nez. Et là, tu te dis, merde, mais là, faut y aller, quoi, en fait. Maintenant, il n'y a plus de chemin, il n'y a pas de... ça sera demain, ça sera dans 1 heure, ça sera dans 10 minutes. En fait, c'est maintenant. La décision que tu vas prendre fera que l'aventure se lance tout de suite. Et Paul, qui était juste à côté de moi, voit à travers mon regard que je suis un peu perdu, je ne sais pas comment prendre cette décision. Et il me dit, you know what, mate? I would just sit down there, and when you're ready, just raise your hand. Donc il me dit, je me mets là-bas, je m'assois sur le trottoir avec son petit chien, et quand tu es prêt, tu lèves la main, et puis c'est parti. Et donc je me retrouve sur le trottoir, accroché avec ma remorque. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un gros flashback, comme si on prenait les cassettes. Alors, pour les jeunes qui nous écouteront, vous n'allez pas savoir ce que c'est, mais pour les plus anciens, on mettait 2 crayons à l'intérieur pour rembobiner la cassette. Et bien, c'est un peu ça. Je rembobine la cassette, mais à fond la caisse. Et en fait, ça me refait tout le fil de mon aventure du jour où je l'ai dit à ma maman en descendant les escaliers. J'ai une idée, je vais traverser un pays en courant, à comment construire une remorque, quel pays, où je vais aller, les aborigènes, comment on obtient les autorisations, la préparation, le matériel, etc., jusqu'à arriver au jour J de me dire, t'es prêt. Je ne sais pas si tu auras pensé à tout, mais en tout cas, tu as tout mis en œuvre de ce que tu imaginais de ce projet, tu l'as réalisé. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est de mettre un pas devant l'autre. Et j'ai eu, je pense, je pourrais pas te dire si c'est vrai ou pas, mais j'en suis presque persuadé. J'ai eu une pensée particulière pour ma maman et mon papa de me dire... j'y suis et je vous promets, je rentre vivant, vous inquiétez pas, je fais pas le con, le but c'est pas de rentrer dans une petite boîte, je pense à vous inquiétez pas, votre fils il va bien. Et une fois que j'ai fait ce petit fil dans ma tête, je m'étais plus ou moins rassuré, je me suis dit voilà, c'est sûr que la préparation elle est pas parfaite à 100%, d'ailleurs
Il n'y a aucun projet qui est parfait à 100%. Ça n'existe pas. Il y a forcément des problématiques, des choses auxquelles on n'a pas pensé, et puis des aléas. Et c'est ça qui fait que l'aventure est intéressante. Et du coup, je me suis posé, j'ai tourné la tête, j'ai regardé Paul et je lui ai dit, Paul, see you, mate. Et j'ai fait le premier pas. Et ça a été une libération. Tu n'imagines même pas ce moment où, enfin, ça y est, je pars et je suis libéré de ce poids de me dire, est-ce que j'en ai la capacité physique de me lancer ou pas? Et en fait, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens. On s'en fout de votre aventure, qu'elle soit réussie ou pas. Le jour du départ, si vous êtes là et que vous avez tout mis en place, eh bien, votre aventure est déjà réussie. Ce qui va se passer, ce qui en découlera après, en soi, c'est que du plus. Si vous faites un jour de plus, eh bien, ça sera un jour de plus. Si vous arrivez au bout, vous arrivez au bout, c'est cool. Mais déjà, d'avoir tenté de le faire, eh bien, c'est déjà un pas énormissime de se dire, j'ai eu les coronets d'aller jusque-là et de le faire et de me lancer dans l'aventure. Je vais prendre moi aussi de crayon pour faire avancer un peu la cassette vers l'avant. Tu boucles la première partie, on pourrait dire que c'est le premier vrai segment de cette aventure sur la Great Ocean Road jusqu'à Adélaïde. Donc, ça fait une phrase, mais en réalité, on parle de 700 km. C'est ça. Donc, c'est quand même un sacré parcours dans un climat méditerranéen. Tout se passe globalement bien et de ce que j'ai compris, tu t'en as mis plein les yeux. Arrive ensuite la deuxième partie de ton aventure. C'est un peu plus haut. C'est à Port-Augustin, un petit peu plus haut qu'Adélaïde, qui est le dernier point balnéaire de ton aventure. Et là, c'est une nouvelle course qui commence à base de très longues lignes droites dont tu nous parlais, ces lignes droites interminables. Est-ce que à ce moment-là, après quelques jours d'expérience, est-ce que tu as le sentiment que toutes les journées se ressemblent? Comment est-ce que tu composes avec est-ce qu'il y a une forme de monotonie qui s'installe? Est-ce que ça t'ouvre d'autres voies spirituelles ou psychologiques d'ouverture et de réflexion qui font que c'est pas les mêmes choses et que tu y a pas de ce sentiment d'avoir des journées qui se répètent? Alors pour moi, les journées, elles se répètent pas du tout parce qu'elles se répètent sur le fait, tu te lèves, etc. Et en fait, ça devient mécanique et ça devient agréable parce que tu n'as pas besoin de penser à tout ce que tu dois faire. Ok, je me lève, si tu veux, les premiers jours, plier la tente, ranger, pacter, partir, il me fallait 30-35 minutes pour faire tout ça et après le temps de manger. Avec le temps, je prenais 5 minutes pour tout plier, tout était rangé. Et manger, je mangeais pas du tout. En fait, je partais et je commençais à courir tout de suite pour me lancer dans le truc, dans la dynamique. Et après avoir couru 1 heure et demie, je m'arrêtais pour manger. Mais j'avais déjà pris une dynamique. Et ça me permettait dans ma tête de me lancer. Mais après, le fait de courir, eh bien, tu vas suffisamment lentement pour découvrir les choses et suffisamment vite pour apprécier également. C'est vraiment un mix des deux. Et j'ai pas perdu une seule miette de tout ce qu'il y avait. Quand il y avait les lacs de sel qui étaient de couleur rose, mais tu cours et en fait, t'as pas la tête en train de regarder la route, t'as la tête qui est tournée sur la gauche en train de regarder les lacs qui étaient là. Tu fais, oh, c'est trop beau et tu cours et tu observes tout ça. Tu observes la faune et la flore. Les gens que je croisais en voiture ou en véhicule me disaient, mais il n'y a rien dans le désert, franchement, il n'y a rien de plus chiant que de traverser de la côte est à la côte ouest. Je dis, ben oui, parce que vous roulez trop vite et vous n'avez pas le temps d'observer les choses. Je vois des serpents tous les jours, je vois des gros lézards partout, je vois des blue tanks, c'est des petits lézards qui font à peu près 30 cm, qui ont une langue bleue. On voit une vie, une faune et une flore très très importante avec une flore que je trouvais très passionnante, notamment avec les Ghost Gum Tree, donc des eucalyptus qui ont une couleur de chair au niveau du tronc qui est complètement blanche. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimais en fait tous les matins me réveiller et observer cette nature qui était, j'allais dire, presque intacte et sans trop contact d'humain. C'était ça le côté enivrant de l'aventure, qui était bien différent du Mékong et du Tour de France à la nage, mais c'est vrai que c'était un côté enivrant de se dire waouh, c'est l'impression que c'est à moi, c'est juste pour moi, et tous les jours tu découvrais quelque chose de nouveau. Donc je me suis jamais ennuyé sur la traversée de l'Australie. Il n'y a pas un moment où tu te dis qu'est-ce que je fous là? Si, je me suis posé cette question lorsque j'ai bu ma pisse en plein milieu du désert, à y laisser presque la vie et de me dire mais bordel, mais qu'est-ce que je fous là? Là c'est une belle connerie là que tu es en train de faire. Et ça a été, tu vois, un moment, j'ai eu un tout petit moment de lucidité au moment où j'étais vraiment dans le mal, après 4 jours sans boire. J'ai posé ma caméra sur un petit trépied et j'ai pris une photo. Et je ne savais même pas si cette photo, j'allais la voir un jour. Hein. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ben ouais, parce que pour moi, le fait de prendre cette photo en étant souriant, et je me suis dit le jour, si je dois y laisser la vie, que je crève là, eh bien les gens vont me retrouver, ils vont retrouver le cadavre et ils vont retrouver mon appareil photo.
et ils verront la dernière photo qui a été prise et ils verront un mec qui souriait et qui était surtout heureux d'être là et qui vivait son aventure pleinement et que même si eh bien, ça a été vraiment au-delà de ses limites, eh bien, il a vécu son truc à fond la caisse et il ne faut surtout pas, j'allais dire, pleurer sur lui parce qu'il aura vécu ce qu'il voulait. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, si je prends cette photo et que je m'en sors vivant, eh bien, quand je regarderai la photo, j'aurai un putain de sourire à me dire Ça l'a joué l'encadrer dans mon salon. quand même celle-là, c'était limite, on était quand même pas loin. À quel moment tu as décidé justement que ça faisait 4 jours donc que tu n'avais pas pu boire, tu commençais à avoir, enfin, tu avais très mal à la tête, physiquement ça devenait très compliqué. À quel moment tu te dis ma seule issue, c'est ça, il y a potentiellement beaucoup de toxines dans l'urine que je vais boire. Qu'est-ce qui te fait te dire là en fait je dois faire ça là maintenant parce que sinon à tous les coups c'est fini? Eh bien en fait c'est un concours de circonstances. Quand tu es en train de monter un projet, et c'est pas uniquement sur de la course à pied, hein, mais quand tu montes un projet, il y a l'énergie déployée pour le faire et ce que ça va te rapporter, la récompense. Si l'énergie déployée est beaucoup plus importante que la récompense, à mon avis, tu vas dans le mauvais sens. Et en fait, dans la vie, il y a deux choses que tu pourras jamais gagner et avoir dans l'autre sens. C'est l'énergie et le temps que tu y consacres. Et donc, je me suis retrouvé sur une creek asséchée. Il y avait des Ghost Gum Trees qui étaient positionnés sur la creek. Et je me suis dit, si il y a des Ghost Gum Trees, c'est que forcément, en dessous, il doit y avoir de l'eau. Et si c'est une creek asséchée, c'est que de temps en temps, ça doit se remplir d'eau à cet endroit-là lorsqu'il y a des précipitations. Donc je me suis arrêté, j'ai commencé à creuser. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que je fais pas une connerie? Parce que je suis en train de m'épuiser à creuser, mais je ne sais pas si l'eau elle est à 20, 30, 1 mètre, 2 mètres de fond. Et j'ai creusé pendant 5-10 minutes et j'ai arrêté parce que même le sable ne devenait même pas légèrement humide, il était que sec. Et j'ai dit, c'est peut-être une belle connerie. Et donc je me suis remis debout et j'ai fait, il n'y a qu'un endroit où il y a un truc qui est soit à peu près liquide, consommable, je ne sais même pas si le mot est de tel, mais voilà, je me suis dit, voilà, on va faire ça. Et donc j'ai pissé dans une bouteille et j'ai secoué le truc qui était de la couleur de l'intérieur de ton sac, un peu orange, rouge, bien dégueulasse, avec une odeur infâme. Et je me suis dit, c'est pas possible que j'en sois arrivé là. J'ai dû faire une erreur dans toute ma préparation. Et en fait, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste que il n'y avait pas de point d'eau à cet endroit, il n'y avait pas de moyen de trouver de l'eau. Et donc, tu te retrouves à devoir consommer ton urine. Et c'est là où ça m'a vraiment bouleversé et de me dire, voilà, si ça m'a affecté sur ma traversée, des gens, c'est toute leur vie qui doivent se battre pour avoir un accès à l'eau. Et ça a été le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Mais tu serais quand même pas mieux tranquillement à la maison. Mais comme je le dis très régulièrement à beaucoup de personnes, quand on fait un voyage, et généralement, même qu'il soit seul ou accompagné, alors forcément accompagné, il y a plus de liens, il y a le mot partage encore plus fort, mais on se souvient des bons moments et on en sourit. Et généralement, des mauvais moments, on en rigole parce que le bon moment a toujours été quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet de créer l'histoire. Moi, quand des gens partent à l'aventure ou ils veulent partir en voyage en Amérique latine, en Afrique, en Asie, peu importe, ils me disent, bon, je m'en vais et je leur réponds simplement, eh bien, je te souhaite que des emmerdes. Est-ce que tu peux nous parler de ton alimentation au quotidien? C'est aussi un autre gros sujet, était en autosuffisance. Dans ton livre, tu as une idée centrale que je trouve intéressante, qui est de se dire, en fait, j'attends pas d'avoir faim. Je chasse parce que l'animal se présente devant moi et que c'est une opportunité que je ne peux pas me permettre de manquer. Donc il faut que c'est un signe du ciel, il faut que je passe à l'action là tout de suite. C'est ça. Comment tu t'es alimenté? Est-ce que tu as aussi souffert parfois du manque d'alimentation? C'est vrai que le mot pragmatique et opportuniste est très important. Quand on est en statique, on peut se permettre de chasser, de cueillir, etc., de poser des pièges. Là, quand on fait de l'aventure en itinérance, seul, à faire un effort important, eh bien, il faut saisir chaque occasion. Donc, moi, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. S'il y avait des serpents, des lézards, même un kangourou qui était éclaté, j'allais récupérer ce qu'il y avait dessus parce que j'en avais besoin. Je ne savais pas ce qui allait se passer sur la suite. Donc, c'était un mix entre de l'opportunisme, tu vois, de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et puis, quand j'arrivais dans des toutes petites bourgades ou des toutes petites villes, eh bien, j'essayais de faire le plein avec des choses assez basiques. Alors, je crois que mon repas quotidien, c'était de la semoule avec des petits pois déshydratés que je rajoutais comme ça dedans. L'avantage de la semoule, c'est qu'il suffit juste de mettre un petit peu d'eau, mélanger avec quelques épices, et tu laisses la boîte fermée hermétiquement en plein cagnard. Et en bout de 10 minutes, c'est cuit, c'est prêt, tu peux manger. Donc, c'était un mélange de tout ça, et ça m'a permis d'avancer
Certes, pas forcément comme je le souhaitais, parce que j'ai quand même perdu une douzaine de kilos sur l'Australie. Ça a été vraiment très, très intense. Je dirais pas que j'ai eu des carences, parce que j'ai toujours réussi à avancer et à atteindre mon objectif. Je chargeais beaucoup plus mon eau. Je mettais beaucoup de sel à l'intérieur de mon eau pour compenser avec les pertes des sels minéraux que je pouvais avoir. Je mettais un petit peu de sucre également, mais ça m'a pas trop perturbé. Sur le Tour de France à la nage, ça a été très très problématique. Ça n'est pas fini de toutes les aventures qui vont arriver. Il y a notamment, alors que tu es à 400 km de Darwin, la ligne d'arrivée de ton aventure, on t'annonce qu'il y a un ouragan qui se profile devant toi. En gros, on te conseille soit de faire demi-tour, soit de monter dans une voiture pour finir ton parcours de façon motorisée. Quelle est ta décision ? Comment tu vis finalement ce dernier coup du sort alors que tu touches quasiment au but ? C'est un truc assez improbable. Tu es dans une île-continent qui fait 14 fois la taille de la France. On part sur un climat continental méditerranéen. Après, tu attaques sur un climat semi-désertique. Et tu arrives sur le top end, Darwin, où tu as ces 2 saisons, un climat sec et un climat très humide. Et tu n'imagines pas, en fait, quand tu dis humide, tu dis il pleut un peu. Non, non, c'est humide, vous allez voir, il pleut. Et en fait, j'étais à peut-être quelques cinquantaines de kilomètres de Catherine, et je m'arrête sur une petite aire de repos, et il pleuvait, c'était pas possible, quoi. Alors que on va dire un mois avant, c'était le désert, et c'était très aride. Et un monsieur vient vers moi et me dit qu'est-ce que tu fais, toi ? Je dis moi je cours et je m'en vais à Darwin, je finis mon aventure. Et alors je t'annonce qu'il y a un ouragan qui vient de s'abattre sur les côtes de Darwin et qui descend sur Catherine. Et pour moi, je dis ok, oui, c'est bien. De toute manière, j'ai pas le choix, hein. Moi, je continue. La route, elle est tout droit et je vais pas m'arrêter à 400 km de l'arrivée parce qu'il y a un soi-disant ouragan. Sauf que je savais pas ce que c'était, moi, courir sous un ouragan. Et quand tu te retrouves à avoir des fois 1 mètre de flotte dans le ravin sur le côté, ou quand la creek asséchée qui passe sous le pont se trouve normalement à 15 mètres sous le pont, et tu vois le pont qui est arraché parce que l'ouragan est extrêmement violent, la liaison entre Catherine et Darwin de la ligne de chemin de fer a été arrachée par les précipitations. Donc tu te rends compte qu'on n'est pas dans un film, c'est la vie, c'est vrai, tu es en train de le vivre vraiment. Et j'avais juste la trouille que la remorque que mon père m'avait construite, que ça soit un sous-marin. Je fais, le but c'est que je cours, c'est pas que je nage. Et pas mal de personnes se sont arrêtées pour me demander, mais arrête, là c'est extrêmement dangereux. Monte avec nous, on t'emmène, on te dépose plus loin. Et j'ai toujours refusé. Je fais non, j'en ai pas bavé jusque-là pour arrêter à 300 km de l'arrivée. Et donc j'ai fini mon aventure, j'ai réussi à passer Catherine et à gagner tout doucement Darwin. Et l'ouragan s'est estompé en arrivant à environ 50 km de Darwin. Et tu retrouves une végétation très fournie, très chargée, avec plein d'animaux, avec des petits poissons qui sont dans les creeks, alors que normalement, il n'y a pas âme qui vive. Et tu te dis, mais ça vient d'où tout ça ? Enfin, c'est extraordinaire, tu vois que la nature est bien faite. Et ça a été un très gros contraste pour moi et une grosse problématique pour ma maman, qui a été un gros soulagement quand je suis arrivé à Darwin, parce qu'elle qui m'appelait tous les 3-4 jours pour me dire est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, est-ce que tu gères ? Eh bien, le dernier appel qu'elle a eu de moi, c'était 6 jours avant d'arriver à Darwin. J'étais sous un hangar parce que j'arrivais pas à m'abriter. Il y avait des vents violents et je devais tenir ma remorque pour pas qu'elle s'envole. Et je me suis mis sous un hangar avec des tôles qui bougeaient dans tous les sens. Je dis, je vais essayer de passer la nuit ici, on verra bien. Et j'ai pris mon téléphone satellite, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit je me suis arrêté pour la journée, je vais passer la nuit ici. Et ma maman, qui était pas forcément au courant de tout ce qui se passait, mais qui regardait la chaîne météo un peu trop souvent, me dit Rémi, aux informations, il parle qu'il y a un ouragan qui est en train de s'abattre sur les côtes de Darwin. T'es au courant ? Et je lui dis oui, maman, je sais, il est au-dessus de ma tête en ce moment même. Et ça a coupé à ce moment-là. Sympa, elle a dû passer une bonne nuit après. Là, il y avait 6 jours. Et j'ai essayé de la recontacter pour lui dire t'inquiète pas. Et j'ai jamais réussi à avoir un signal pendant 6 jours. Donc, j'imagine dans sa tête ce que ça devait être comme calvaire de se dire bordel, il est où ? Est-ce qu'il est vivant ? Et c'est la première personne que j'ai contactée lorsque je suis arrivé à Darwin, devant la State Library, c'est ce que je voulais. Et je suis arrivé sans... tu vois, c'est pas la course... où c'est pas l'UTMB où tu as toutes les personnes qui sont là pour t'applaudir. Là, tu arrives et il n'y a personne, tu es tout seul.
Tu arrives devant la State Library et puis c'est un échange qui est un peu particulier parce que tu regardes la bibliothèque sur laquelle tu voulais arriver. C'est ce que je voulais arriver devant la bibliothèque et tu la regardes et en fait tu échanges avec elle dans ta tête, te dire je suis devant toi, j'ai fait 5400 km et je suis arrivé en courant devant toi. Et Qu'est-ce que tu te dis là? Qu'est-ce que tu as à l'esprit? Il y a plein de choses qui passent, mais la première chose, c'est juste, je suis super heureux de l'avoir fait. C'est déjà fini, malheureusement. L'aventure est finie et c'est même triste de se dire, faut tourner la page maintenant. Il y a la suite, il faut dérouler la suite. Et après, on revient très rapidement à la réalité de se dire, vite, il faut appeler quelqu'un. Et là, il fallait que j'appelle ma maman très rapidement pour lui dire, maman, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai appelé avec le téléphone satellite. Et je crois qu'il y a eu une tonalité. Ça a fait un tutuk. Elle a décroché tout de suite. Il devait être 3 heures du matin en France. Et j'avais l'impression qu'elle était réveillée, qu'elle ne bougeait pas, qu'elle avait le téléphone sur l'oreille. Et je lui dis, maman, je viens d'arriver, je suis à Darwin, je suis en vie, tout va très bien. Et elle m'a dit, je suis heureuse, ça va, profite, je te laisse, je dors. Et ça s'est terminé comme ça. Qu'est-ce que tu as retenu de cette course? De cette course, je l'appelle une course, mais c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que cette aventure, elle t'a appris sur toi? Elle m'a appris l'humilité, elle m'a permis de prendre conscience que l'être humain est capable de faire de belles choses quand on s'en donne les moyens. Quand on se pousse un petit peu dans notre retranchement, on arrive à faire de belles choses. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient différemment, notamment les aborigènes, avec un rapport à la terre, un rapport au vivant qui était très différent du nôtre. Ça m'a permis de prendre conscience de l'environnement dans lequel j'évoluais, de me dire la nature est belle, mais elle est très fragile. Et ça m'a permis de me rendre compte aussi de l'amour des gens qui te portent et qui te donnent sur ce genre d'aventure. J'ai reçu de l'aide, je ne sais pas combien de centaines de personnes qui m'ont tendu la main juste à un moment donné pour me donner à boire, à manger, à des moments où je ne m'y attendais pas du tout. Et même eux, ils ne savaient même pas que leur petit geste anodin, qui était ridicule pour eux, me mettait du baume au cœur et plein d'étoiles dans les yeux. Et je pense que c'est tout ça qui m'a permis de me rendre compte que l'humanité était belle et que voilà, il y avait de belles aventures à créer, à co-créer avec plein de personnes. Question très difficile. S'il y avait une seule image que tu gardes au fond de ton cœur de cette aventure, laquelle ça serait? Peut-être la rencontre avec Angela Tidstell, qui était une ranger qui travaillait dans la communauté de Mutijulu. Et on s'est rencontrés, en fait, je rentrais de Kaltukatjala et je repartais sur Yulara, qui est une petite ville touristique en plein milieu de l'Australie, à côté de Uluru Kalachuta. Et en fait, je prends la dernière portion et je tourne sur la gauche pour retourner sur Yulara. Yulara est à une dizaine de kilomètres. Il fait nuit noire. Je suis dans le parc national d'Uluru Kalachuta et j'ai pas le droit d'être là. Je suis tout seul. Il n'y a que moi. Et je me souviens de sa voiture qui passe avec un gros 4x4 blanc qui s'arrête. Et là, je vois les feux arrière et ça recule. Et je dis, merde. Grillé. Oh, c'est pas possible. C'est les mecs qui vont venir me dégager d'ici. J'ai pas le droit d'être là. Et elle recule, elle s'arrête et elle est à peu près à 25 mètres de moi. Et elle ouvre la porte et j'entends un Rémi Camus. Et là, c'est ouf, tu vois. Faut vraiment planter le décor. Improbable. T'es dans le désert. Donc, je me fais presque un tour sur moi-même, genre Yes, it's me. Et tu te dis merde, il y a quand même quelqu'un dans le désert qui crie ton nom. Et tu connais personne, tu vois. Et elle s'approche de moi, tu vois les phares de la lumière qui éclairent la route, qui éclairent le bas de mes jambes, et tu la vois avancer tout doucement. Et elle fait « Angela !» Et on se prend dans les bras, je fais ça fait des jours et des jours qu'on me parle de toi, et je sais que c'est la personne qui a réussi à ce que je puisse entrer dans la communauté de Mutijulu. Et c'est juste extraordinaire de la prendre dans les bras. Et je m'appellerai toujours de sa phrase, et elle me dit You smell strong. C'est un compliment. Merci beaucoup Rémi d'avoir partagé avec nous cette incroyable aventure en Australie. On va maintenant brièvement parler d'avenir. Quels sont les prochains projets? Sur quoi tu te projettes là dans les prochains mois? Là, je suis actuellement sur mon aventure du Calvi Monaco à la nage. Donc une aventure en totale autonomie et sans assistance à traverser la portion entre Calvi et Monaco, donc 180 km, sur de la sensibilisation à l'environnement et l'écologie, où on a plein de partenaires, plein d'écoles. C'est
une véritable aventure humaine parce qu'il y a un mec qui nage, mais on est presque une cinquantaine à travailler sur le projet. Et puis, il y a un côté un peu scientifique parce qu'on on est en train de mettre en place un protocole pour comprendre comment fonctionne le stress en milieu hostile avant, pendant et après aventure. Donc là, c'est une grosse préparation. On a commencé en septembre 2020 et on continue là-dessus. Mais Ça, c'est un héritage direct donc, de ton voyage en Australie, enfin de ton aventure australienne avec ta sensibilisation aux enjeux autour de l'eau. Complètement. Dans la pleine lignée de ça. Toutes mes aventures ont un lien sur l'eau. Et je sais que la prochaine aventure, après le Calvi Monaco, que j'ai déjà en tête et je sais ce que ça sera, je sais que ça sera une aventure à la course à pied. On reprendra sur de la course à pied. Mais je ne serai pas tout seul. On fera exactement, tu me parlais tout à l'heure du partage. Eh bien, ce sera une aventure en collectif, un gros collaboratif. Je ne serai pas tout seul. On sera, j'espère, des centaines, voire des milliers de personnes à courir pour faire cette aventure et montrer tout simplement que chaque personne sur Terre est capable de faire de belles choses et de porter sa petite pierre à l'édifice lorsqu'on veut se lancer dans un projet. Je te propose de conclure cet épisode, Rémi, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui t'est particulièrement chère, qui illustre ta philosophie de vie ? Alors, ma philosophie de vie, j'en ai une parce que c'est oser, c'est gagner. Et ça a toujours été un moteur. J'ai toujours dit aux gens, enfoncez les portes. Mettez des grands coups de pied dedans. De toute manière, la pire chose qu'on va vous dire, c'est un non. Donc, essayez, osez, tentez l'aventure. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Et puis ensuite, je pense que le mot, ou cette phrase plutôt, « à chacun son Everest » prend tout son sens. Il faut pas copier, il faut s'inspirer d'eux et pas besoin de réaliser le truc le plus ouf pour que ça soit magnifique. Merci Rémi, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette aventure sportive et humaine totalement hors du commun. Pour tous nos auditeurs qui voudraient en savoir encore plus sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire encore, tu partages dans le livre Aventurier de la vie qui est récemment sorti aux éditions Robert Laffont les détails de cette incroyable aventure australienne. Tu y partages également d'autres aventures comme ta descente du Mékong à la nage, ton tour de France là aussi à la nage, ta participation à l'émission Wild sur M6 dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Bref, beaucoup d'aventures plus incroyables les unes que les autres. Je vous conseille vraiment ce livre à la fois pour sa dimension haletante et toutes les aventures que tu y partages, mais au-delà de ça, et je pense que je me trompe pas en disant ça, c'est vraiment le sens profond de ce livre, c'est l'occasion de partager les valeurs qui te sont chères et que tu prends soin à t'appliquer et puis à respecter au quotidien pour être aligné avec toi. Mais on en parlait en début d'épisode, on boucle un peu la boucle ici, mais voilà, c'est finalement les chapitres sont orientés autour des valeurs qui te sont chères, plus que de te dire voilà ce que j'ai accompli, voilà mon défi. Exactement. Aucun intérêt pour moi de raconter et de faire une liste à l'après-vert de mes aventures. Si on veut savoir ce qu'a fait Rémi Camus, on va sur Internet et on trouve les informations. Et je voulais que ça soit une valeur ajoutée, ce livre, et donner également l'envie aux gens de se dire, en fait, il l'a fait, je peux le faire aussi. Ce petit coup de pied que j'ai eu, ce bon coup de pied au cul que j'ai eu de la part de Jamel Bali lorsque j'ai lu son livre, eh bien, si je peux le faire à quelqu'un d'autre, j'en serais ravi. J'en profite aussi pour dire que je mettrai dans le lien de description de cet épisode le lien vers le site de l'Association française du syndrome de Love qui ont besoin avec grand plaisir. Beaucoup de soutien, que ce soit des dons, souscrire à l'association ou du mécénat d'entreprise. Il y a plein de formes qui peuvent être prises pour soutenir cette initiative qui t'est aussi chère. Tout à fait. Rémi, je te souhaite de poursuivre cette bien belle route qui est la tienne et de t'accomplir pleinement dans la réalisation de tous les projets d'aventure qui s'offriront à toi dans les mois et dans les années à venir. Ils seront très nombreux, j'en suis certain. En tout cas, voilà, je te souhaite le meilleur et puis merci pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Merci infiniment. C'était bien cool de pouvoir passer ce petit moment suspendu autour de l'Australie avec toi. Ça a été un grand plaisir. À bientôt, Rémi. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.